C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'on peut se poser, mais il faut reprendre un petit peu l'historique des coronaviridés, puisque c'est un groupe qui est connu depuis très longtemps, puisque la première identification, c'est dans les années 30. Et le premier virus qui a touché les êtres humains, c'était en 1965. Ce type de virus. Ce type de virus, cette classe de virus. Et ce virus qui est en cours actuellement, qu'on appelle le SARS-CoV-2, en fait, est le petit frère du SARS-CoV-1, qui fait partie d'un sous-genre spécifique des coronaviridés, d'une famille, voilà. Et on peut se dire aussi que c'est une évolution naturelle, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 5000 types différents de coronaviridés. On les connaît assez bien finalement, puisque sur le plan médical, très souvent, ils nous infectent de façon assez banale. Mais cette classe actuelle est effectivement très délétère sur le plan médical. Si on suit ce fil, et c'est un peu ce que dit l'administration américaine, on évoque le laboratoire chinois et donc un de ses employés qui serait le patient zéro. Qu'un laborantin, là, ait pu transmettre à l'extérieur, par erreur, ce virus. Ce virus, mais alors il serait parti beaucoup plus tôt que ce que l'on pense, si on suit cette logique-là. Il peut être parti plus tôt et on peut se questionner aussi. Moi, c'est une question que je me pose. L'année dernière, on a eu des syndromes dits grippaux qui étaient extrêmement curieux. Et je pense que si on avait pu dépister peut-être plus tôt et identifier plus tôt ce virus, il n'est pas exclu qu'on le trouve plus tôt. Un peu comme ce qui s'était passé pour le SRAS, finalement, c'était les Vietnamiens qui l'avaient identifié en mars 2003. Et on s'était aperçu que dès novembre 2002, il courait déjà en Chine. Et on a effectivement des syndromes de détresse respiratoire un petit peu curieux depuis quelques années. Notamment la grippe l'an dernier ? Oui, notamment des pneumopathies qui étaient des pneumopathies atypiques, qui étaient traitées d'ailleurs par un antibiotique qu'on utilise, l'azithromycine, dont on a entendu parler ces derniers jours, qui est associé parce que c'est le traitement des pneumopathies dites atypiques, par exemple à chlamydia. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, il y a quelques mois, quand on reprend l'histoire, soit nous, prescripteurs, soit les patients, qui disaient mais moi j'ai été traité pour une pneumonie sévère, on m'a traité par azithromycine, etc. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais, dans le sens où on n'a pas fait les prélèvements, et n'ayant pas cette identification, cette piste du coronavirus, c'est compliqué a posteriori de dire les choses. Ceci dit, ça fait beaucoup de coïncidences quand même sur l'origine du virus, sur ces thèses. Montagnier, le laborantin, il y a un laboratoire en partenariat avec l'INSERM qui est sur place aussi à Wuhan. On voit bien que il y a une proximité géographique assez troublante. Ouais. Alors, autre question. Pourquoi c'est peut-être très bête comme question, mais pourquoi se développe-t-il de façon plus virulente aujourd'hui si il traînait déjà, entre guillemets, ce virus lors de l'épidémie de grippe l'année dernière ? En fait, il y a des glissements génomiques. Donc déjà, sur le SARS-CoV-2, on a déjà au moins identifié 2 souches très différentes, dont une est beaucoup plus virulente, et c'est celle qu'on a en Europe actuellement. Et tout comme les virus de la grippe, on a des glissements petit à petit qui font qu'on n'a pas affaire exactement au même virus. Est-ce qu'on est certain que c'est un virus d'origine animale ? Puisqu'on on essaie de se poser des questions qui peuvent se poser. C'est pas c'est pas si certain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si c'est intéressant de se poser la question de cette manière-là, parce qu'on a régulièrement des virus, des bactéries qui vont affecter l'être humain ou les animaux. Et le fait qu'il y ait c'est connu, le fait qu'il y ait des passages potentiels. Après, il faut être très pragmatique. Qu'est-ce qu'on a à faire par rapport à ça, par rapport aux aspects sanitaires, par rapport à préserver les êtres humains. Le fait qu'il y ait eu un passage ou pas depuis l'animal, c'est pas fondamental, je veux dire, dans la gestion de la crise, en tout cas. Moi, je veux dire, attention quand même aux aspects politiques sur ce sujet. Les Chinois, j'ai aussi été très choquée un peu par la manière dont le monde français a critiqué les Chinois. Moi, pour être allée en Chine, je sais qu'ils sont quand même extrêmement professionnels. Que les Chinois, pourquoi ils manipulent ces virus ? C'est qu'en fait, ils ont pris le SRAS en 2002-2003, et qu'ils travaillent à un vaccin. Donc, bien sûr, la sécurité sanitaire est très importante. On doit travailler sous hôte, on doit avoir des procédures, etc. Et tous les labos le savent. L'ingérence américaine, je ne sais pas si elle est très pertinente. Les Chinois ont les moyens aussi de travailler. Quand on va en Chine, que ce soit dans des laboratoires ou des industries,
je crois qu'on a aussi des choses à apprendre, nous, et il faut faire un petit peu attention au dessous politique. Hein. C'est vrai qu'on va avoir des pertes de chance sur le suivi et sur des pathologies, le dépistage qui n'a pas été fait, qui vont être... Et est-ce qu'on pourra le rattraper? C'est ça la question. Oui, c'est ça, parce qu'on a entendu des généralistes beaucoup sur ce plateau nous alerter depuis ces 15 derniers jours, 3 semaines, en disant nos cabinets sont vides ou quasiment vides et ne viennent que, effectivement, et encore, des gens qui craignent d'être atteints du Covid-19. Les spécialistes, 71%, c'est énorme. Vous êtes gynécologue. Est-ce que c'est un sujet particulier de préoccupation? On imagine que les femmes enceintes doivent se poser beaucoup de questions. Elles se posent beaucoup de questions, elles sont très angoissées et en plus elles ont peur d'aller à l'hôpital. Donc là je pense qu'au niveau des gynécologues de ville, on a un gros travail à faire. Moi je vois des femmes en permanence. Le problème c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps on n'avait pas de masque pour elles. Moi je pense qu'il faut tester avant l'accouchement en début de 9e mois les femmes pour savoir si elles sont infectées ou pas, parce que c'est important qu'elles soient prises en charge dans des structures correctes si elles sont infectées, donc probablement peut-être de passer sur des structures de niveau 2 ou 3 et pas être dans des cliniques de ville parce que elles ont potentiellement besoin d'être bien assistées. Et il faut mettre à disposition des masques pour les femmes enceintes et pour les sages-femmes. Alors les sages-femmes libérales font un gros travail de terrain, mais il faut savoir que là encore, même toujours, elles n'ont droit qu'à 6 masques par semaine, les sages-femmes libérales, alors que spécifiquement elles vont prendre en plus en charge les patients de Covid plus à domicile. Donc c'est vrai que les patients ils sont perdus avec tout ça, hein. C'est-à-dire ils veulent pas nous infecter, ils veulent pas être infectés et on ne peut pas déprogrammer un accouchement, enfin non, on ne peut pas déprogrammer. Il va falloir les prendre en charge ces femmes. Mais là je pense que le gouvernement ne prend pas la bonne mesure les bonnes mesures par rapport aux femmes enceintes en prévention. Alors j'ai pas envie de faire peur à vos auditrices, hein, mais bon, il faut savoir qu'il faut qu'elles réclament des masques. Moi je donne en permanence sur mon stock aux femmes enceintes et il faut qu'elles fassent leur suivi. Donc si elles ont peur d'aller à l'hôpital, qu'elles sachent que les gynécologues de ville peuvent les voir aussi. Donc ça c'est important. Hein. Est-ce que dans les hôpitaux, à votre connaissance, ce sont des services isolés? Dans mon souvenir, au moment de la grippe H1N1, on avait isolé un peu les services de maternité, pas de visite. Le suivi était très présent. Et parce que, alors il y avait une interrogation sur la transmission de la mère à l'enfant de cette grippe H1N1, mais c'était très très fermé. Et vous avez des femmes enceintes Covid+, des femmes enceintes porteuses saines qui s'ignorent, donc tout le monde va dans ce service, même si on essaye bien sûr d'avoir des règles d'hygiène et de distanciation, etc. Mais là, il y a clairement un problème, je pense, dans la prise en charge des femmes enceintes. Et il faut les rassurer aussi. C'est surtout sur le dépistage. On voit bien que ce qui a été annoncé, c'est qu'à partir du 11 mai, alors les accouchements évidemment continuent, ça ne pouvait pas être déprogrammé, donc les maternités, on fait ce qu'on peut, les collègues gynéco, sages-femmes font ce qu'ils peuvent avec des circuits qui ne sont pas forcément des circuits Covid-free ou pas Covid-free, parce que comme on n'a pas les moyens de dépister les gens, on ne sait pas qui est positif ou qui qui n'est pas positif. Ils peuvent aller à l'hôpital, mais ils peuvent aussi aller dans les cabinets, hein, bien sûr. Moi, il y a une remarque aussi que je voudrais faire, c'est on a eu une performance extraordinaire qui est l'identification de ce virus au mois de janvier. Hein, c'était quand même assez rapide par rapport à ce qui se fait d'habitude. Et aujourd'hui, on paye en France en particulier le manque de prévoyance, puisque quand on a une séquence génomique en janvier, on devrait avoir des sérologies disponibles depuis au moins 1 mois en France. Ce qui n'est pas le cas, et on ne serait pas justement à se poser toutes ces questions et avoir toutes ces problématiques à résoudre si on était capable de faire des sérologies et des PCR à tous ces patients justement, hein, pour les prendre en charge correctement, et les femmes enceintes à ce titre aussi. L'Allemagne a fait plus vite aussi. L'Allemagne, il y a 2 différences. Il y a la capacité de test beaucoup plus rapide, performant, en tout cas détection PCR, et puis la capacité en accueil en lit, parce que plus vous avez de lits, plus vous pouvez faire une partie qui est Covid-free et une partie qui est Covid+. Quoi. Mais on voit plusieurs. On enchaîne des catastrophes, mais si au départ on avait eu des masques, toutes ces problématiques ne se seraient pas posées. Hein. C'est là où il va falloir effectivement bien analyser. Mais il ne faudrait pas en créer une nouvelle. Mais on est en train de créer justement plein de difficultés supplémentaires, et il faut vraiment que tout le monde se mette au travail pour que les tests sérologiques soient disponibles. Parce qu'effectivement, quand on parle de déconfinement le 11 mai, il faut que les PCR soient accessibles pour tout le monde, que les sérologies soient accessibles pour tout le monde, et qu'on ait effectivement des masques pour tout le monde, etc.
Donc il y a du travail. D'ici au 11 mai, effectivement, on a peut-être du mal à... Et également qu'on prenne en compte les traitements, parce que c'est quelque chose d'important. Alors on n'en a pas parlé là ce matin, mais il y a quand même des traitements peut-être utiles en chimioprophylaxie. Il faut qu'on se fasse rapidement une idée. Il y a eu des traitements qui n'ont pas pu être évalués, comme l'hydroxychloroquine, que nous, en tant que médecins libéraux, nous voulions tester, puisqu'il y avait plus de 1000 médecins Covid+, qui étaient prêts à s'auto-tester, et on aurait déjà eu des réponses là-dessus. On a également la piste de l'azithromycine qui est intéressante, et tout ça, si on n'avait pas tergiversé, on aurait des réponses déjà aujourd'hui, et qui seraient utiles. C'est clair, on a l'impression, on le disait tout à l'heure, que cette maladie, ça passe tout seul ou reste à la maison, ou on va en réa. Mais en fait, au milieu, il y a probablement des gens à qui on pourrait faire des choses, de l'oxygène, de l'azithromycine, autre chose. Et là, on a un peu l'impression que, notamment dans les EHPAD, moi je suis effaré que dans les EHPAD, il y a une espèce d'autocensure avec des malades, on dit, ils ont de la fièvre, on va les isoler, puis on fait rien. Mais non, mais il faut faire quelque chose. Oui, mais il faut essayer. La réalité du terrain, c'est que quand vous êtes en EHPAD, et moi je suis en contact avec des médecins d'Alsace et de Lorraine, quand vous êtes en EHPAD, on vous dit on n'accepte pas vos patients. Ouais, donc les médecins, ils sont refusés à l'hôpital et les médecins sont complètement démunis. Donc on fait du bric et de broc, alors que par exemple on n'utilise pas un levier extraordinaire qu'on a en France qui est l'HAD, où on pourrait passer en HAD. L'hospitalisation à domicile. Hospitalisation à domicile, les gens qui sont en EHPAD, et leur donner de... Mais sauf qu'il faut le personnel, il faut le matériel, et on revient sur le problème. Oui, il y a des cliniques en Alsace-Lorraine qui n'ont pas été sollicitées dès le départ. Voilà. Et on en revient un peu à ce qu'on disait au tout début, on va essayer d'avancer un peu. Il y a eu une gestion de crise, voilà, il faut gérer la crise. Oui, maintenant. Il faut gérer la crise, mais il faut en... anticiper la suite, et on entend le message, soignez-vous, continuez à consulter, n'ayez pas peur de déranger, on le répète parce qu'effectivement c'est très marquant ce que vous nous disiez. Thierry, merci beaucoup Jolène Guerre d'avoir été sur ce plateau. Il est 11h passé de 1 minute, nous avons encore 1 heure, quelle joie, à passer ensemble.